Bonsoir, bonjour tout le monde. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis américain. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, du nord de la Côte d'Ivoire, chef-lieu Odiéné, et plus précisément du village de Samango. Je suis un Sofa, un guerrier. Mes aïeux étaient les guerriers du royaume du Kabadougou. Je suis africaniste, je suis baboïste. Aujourd'hui, je vais parler d'autres choses, pas de politique aujourd'hui. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui interpelle, qui intéresse mes abonnés. Je veux qu'ils sachent certaines choses. Et à travers ce que je vais dire, je vais leur raconter quelque chose sur moi-même. Voilà, c'est pas une anecdote, mais quelque chose qui est intéressant que les gens vont vraiment comprendre. Je vais parler d'un jeune Ivoirien qui me fascine beaucoup. Parce qu'à travers lui, je me vois souvent. À travers ses actions, ses prises de position, oui, je me vois beaucoup en ce jeune-là. Parce que Dieu nous a créés et Dieu nous a donné des dons. Et les dons s'affirment au fur et à mesure que nous grandissons. Je vais parler du jeune qu'on appelle communément en Côte d'Ivoire Apoutou National. Il y a très longtemps que ce jeune, je le suis de près depuis qu'il est en France, depuis qu'il a commencé à sortir sur les réseaux. La première fois qu'il avait, je crois, 49 000 euros, et il allait voir son patron pour dire, écoute, moi j'arrête le boulot. Je l'ai suivi, c'est haut, c'est bas, j'ai suivi. Et ce qui me plaît beaucoup en ce jeune, en fait, ce que j'ai vu en ce jeune, il est talentueux. Il est très ambitieux. Voilà, en fait, c'est le point commun entre lui et moi. Il est beaucoup ambitieux, ce jeune. J'ai essayé de faire des petites recherches. Quand je dis recherche, demander, après lui, comment il est. Et puis sa maman, lui-même, il a expliqué. Il a expliqué, et tous les Ivoiriens savent que son père ne l'a pas reconnu, mais cela ne l'a jamais freiné. Il est ambitieux et il fait des choses extraordinaires. Il a eu des problèmes de justice, je ne vais pas aller là-dessus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et tout récemment, quand j'ai vu qu'il a été condamné à 3 ans, sincèrement, j'ai voulu faire une sortie pour plaider en sa faveur. Parce qu'en fait, il est très ambitieux, mais il a un problème que moi aussi j'ai eu. Il est mal entouré et il a été mal entouré et les romados, c'est-à-dire les personnes, ils doivent s'identifier à des exemples. Mais dans leur milieu, vraiment c'est un milieu qui n'est pas bien. Donc la jalousie, et les gens qui ne l'aiment pas, d'autres l'aiment. Ça amène beaucoup de choses, et surtout dans le milieu africain aujourd'hui. Et si tu es mal conseillé, et je pense qu'il n'est pas bien conseillé en fait. Donc c'est un peu difficile. Et moi, je voulais faire une sortie pour parler de quelque chose auquel personne peut-être ne pense en ce qui concerne ce jeune Apoutou. Apoutou National fait quelque chose que j'ai appris depuis mon enfance chez les Djoula, ma tendre enfance. C'est d'abord le respect de ses parents, le respect scrupuleux de son père et de sa mère. Et il faut vénérer ses parents. Il faut vénérer son père et sa mère. Apoutou vénère sa mère. Il n'a pas connu son vrai père biologique, mais il vénère sa mère. Il aime sa mère. Et ça, sincèrement, je le regarde à travers ça. Et je le vois souvent, et ça, quand je le vois, j'ai des larmes aux yeux parce que je me rappelle quand mon père vivait, parce que ma maman est décédée quand j'étais très jeune. Mais mon père, je l'ai vénéré. Je fais ça, tous ceux qui me connaissent, Aïcha, mon père était notable. Mais j'ai fait de mon père
le super, super notable haïtien. J'ai fait de mon père un prince haïtien. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je suis très content de parler de ça. Ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent Isia, qui connaissent mon histoire, le savent. Et quand je vois ce jeune-là, une fois j'étais là et puis je vois que il dit je m'avais dit bonjour à ma mère, je m'avais dit avec tous les trucs, tous les mots doux, tous les mots super pour sa maman. Et il vient, il s'agenouille, et il sort de l'argent et il lui donne. Quand je me vois avec mon père. Quand je le vois, je vois beaucoup de grands musulmans, de grands chrétiens, bouddhistes, ceux qui ont le respect de leurs parents. Je vois même à travers ce geste souvent, je vois les Chinois. Parce que les Chinois aussi respectent beaucoup leurs parents. Ainsi que les Indiens de l'Inde. Chez eux, peut-être on n'a pas les mêmes religions, mais on a la même croyance pour les parents. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important chez moi. Et quand il fait quelque chose, il demande toujours la bénédiction de sa maman, Bleu Brigitte, que j'admire beaucoup. Je dis bonjour, auquel je dis bonjour ici en passant. Donc Apouchou n'est pas n'importe qui pour moi. Et je vais l'affirmer aujourd'hui. Ce jeune, quel que soit ses démêlés avec la justice, il suffit qu'il ait un bon conseiller, il suffit que quelqu'un de bien lui murmure à l'oreille. Apouchou a beaucoup d'avenir en Côte d'Ivoire, même en politique, et je le dis aussi. Apouchou a beaucoup d'avenir parce qu'il est bon. Et à travers ses actions, il y a deux choses qui se sont dégagées. C'est un monsieur, un jeune qui est très reconnaissant. Et sa reconnaissance m'a épaté. Il a parlé de son père adoptif. Et il est tellement reconnaissant envers ce monsieur qu'il a canalisé, qu'il a pris comme son fils. Et cette reconnaissance, sincèrement, il ira loin, ce petit, il ira très loin. Ça m'a beaucoup épaté chez Apouchou National. Il aime sa mère, et il est reconnaissant envers son beau-père. Et il adore son beau-père. J'ai vu tout récemment LMTV, une jeune dame qui a été adoptée par quelqu'un à 3 ans, qui lui a tout donné, qui a fait ses papiers, n'avait même pas d'extrait de naissance. Et ce monsieur lui a tout donné. Et à 27 ans, elle vient humilier ce monsieur aux yeux du monde entier. Et elle dit qu'elle va payer les 27 ans. Bon, ça, tout le monde l'a vu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu. Et ce père indigne qui a abandonné sa fille et qui est là en train... Bon, là, je voulais vous faire sortir ça pour dire que ça, c'est l'opposé d'Apouchou. Et ça, c'est mon opposé. Donc, Apouchou, il aime sa maman, il aime ses parents, il est très reconnaissant. Et c'est quelqu'un aussi qui a un cœur d'or. Parce qu'il faut avoir un cœur d'or pour faire ce qu'Apouchou fait. Aider les nécessiteux, ne pas les reconnaître. Et puis les aider avec bonté. Et quand il vient, il rentre dans ces maisons, il s'assoit à côté de ces malades. Apouchou, si tu n'étais pas né, je crois que la Côte d'Ivoire aurait tout fait pour te faire naître. Oui, la Côte d'Ivoire aurait tout fait pour que tu existes. Si tu n'existais pas, nous autres, on se sera associés pour te faire exister. Donc, Apouchou National, sincèrement, je te tire mon chapeau. Et je sors aujourd'hui pour faire ce témoignage parce que je viens de voir sur les réseaux notre très grand comédien, Théison, sa fille et une dame, c'est malheureux. Et je sors
pour expliquer en fait. Les Ivoiriens, les Africains, les gens ne comprennent pas. Mais moi, je comprends un peu. Parce que j'ai vécu un cas pareil ici à New York. Et je vais vous expliquer. Ce n'est pas une anecdote, je l'ai vécu. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un coup de fil. Enfin, j'ai appelé quelqu'un à Paris et il était en Côte d'Ivoire. C'est le grand frère, le petit frère de la personne dont je vais parler. Donc, la pauvreté extrême amène les gens à agir comme Tyson et sa famille agissent. Les gens leur en veulent. Moi, je ne leur en veux pas. C'est la pauvreté extrême qui fait ça. Parce que quand on dit pauvreté, il y a pauvre et pauvre. C'est qu'on nous dit. Un monsieur avec 10 enfants, pas dans un appartement de 4, 5, 6 pièces, mais la promiscuité. Ça dit que c'est la pauvreté extrême. Ça, c'est l'extrémité de la pauvreté. Et puis, quelqu'un vient lui faire une promesse et ça prend. Et il est question de lui donner une maison. Le rêve, l'impatience du rêve fait que on commet des erreurs. Et voilà ce que le grand frère Tyson a commis. Mais moi, je comprends parce qu'il il est dans une pauvreté extrême. Lui et sa famille, son entourage. C'est pas facile. Moi, je vais aux États-Unis. Je sais ce que la pauvreté peut amener les gens à faire. Et c'est la vérité. Pour en revenir à ce que je vais vous raconter. Je suis né à Isia, je vous l'ai toujours dit, j'ai grandi là-bas, ma petite enfance et tout. J'ai fait Wangolodou et je suis venu à Abidjan en 1974, chez mon oncle. J'ai vécu une très très belle aventure chez mon oncle, chez mon père, Maurice Samaki, père son âme. J'ai vécu c'est-à-dire l'extraordinaire de ma traversée, c'est chez lui que je l'ai vécu. Et après, j'ai Mobo, le mari de ma grande sœur, que mon oncle avait aidé à avoir un terrain à Abobo, deuxième arrêt, bien placé aujourd'hui à côté de la mairie qui était le marché avant. Et le premier locataire, puisque c'est une cour commune, le premier locataire, je vais taire son nom, c'est ce premier locataire-là dont je vais parler. Il était jeune, il était là seul d'abord, après il s'est marié, après il a eu deuxième femme, il a eu tous ses enfants dans la cour de ma soeur. Et nous étions là, il y avait une bonne ambiance, tout le monde se connaît. C'est ce monsieur, en fait, qui a commencé à parler de venir aux États-Unis depuis les années 80. Il était le chauffeur du président des Libanais de Côte d'Ivoire. Et il était bien payé, il avait une voiture de service et tout. Mais il voulait venir aux États-Unis. Je l'ai appris, mais il n'a jamais réussi à avoir le visa. Bon, moi, je ne pouvais pas imaginer un jour me retrouver aux États-Unis dans ce moment-là. Non, pas du tout. Je n'y ai jamais pensé d'ailleurs. Et puis, Dieu, un jour, me donne la chance, Dieu me donne l'opportunité, et Dieu me fait grâce. Et je viens aux États-Unis. Je viens, et puis, comme je l'ai dit pour Apogeu, je suis ambitieux, très ambitieux. Et puis, j'ouvre mon deuxième restaurant. Et puis, un jour, après près de, disons, 15 ans que je sois aux États-Unis, le monsieur obtient enfin le visa pour venir. Quand il est venu, j'ai cru qu'il allait descendre chez moi, et à ma grande surprise, il est descendu chez l'un de ses cousins, tout à fait normal. Je suis au Djeneka, il est Koya. Mais on est tous, musulmans et machin.
Et quand j'ai vu le monsieur, la première des choses que j'ai faites, je l'ai amené dans mon restaurant et je l'ai présenté à mon manager et à tous les travailleurs et je leur ai dit, bon voilà, ça c'est mon grand frère. Voilà, donc qu'il vienne seul ou qu'il vienne avec ses amis, vous facturez, mais cette facture ne lui donnez pas, gardez pour moi et c'est moi qui paye. Et cela fut fait. Donc pendant tout le temps, c'est là-bas, il mangeait. Et puis, je l'ai approché. Grand frère, ici, nous faisons tous, j'ai commencé par là, aujourd'hui j'ai une limousine, mais j'ai commencé par le gypsy. Le gypsy, c'était le taxi sauvage. Un jour, je vais faire un truc dessus pour expliquer comment est né le gypsy en ce moment. Les taxis, les Woro de New York et d'Harlem dans ce temps-là, c'était le Woro, ça n'existe plus. Et je lui ai dit que s'il voulait, c'était la mode, tout ce qui arrivait, bon, vraiment, bon, c'était le taxi, c'est là-bas on pouvait s'en sortir le plus facilement. Et je lui ai demandé s'il voulait le faire, j'allais l'aider d'abord à avoir son permis et lui chercher une voiture. Et il m'a dit non. Il m'a dit que c'est pas la peine. Bon, j'ai compris, parce que ses cousins, ses frères, si moi je l'avais fait, c'était pas bien pour eux. Donc, je crois qu'ils ont dit non, ils lui ont dit ça. Respectueusement, il m'a dit non. Donc, j'ai laissé. Mais de temps en temps, je passais le voir et lui remettre voilà, quelque chose. Jusqu'à ce que, finalement, j'apprenne qu'il a commencé à travailler, comment on peut dire ça en français? En fait, dans une boutique d'habillement. Je vais taire le nom de la société, mais dans une boutique d'habillement qui est très connue ici, un peu quand même dans les... Oui, ici c'est connu. Et c'est un arabe qui détient ça. C'est pour un arabe. Bon, vous savez, mon assertion, vous savez que ces gens, ils ne nous aiment pas, je les aime pas. Voilà, donc ça... Donc, il a travaillé pour eux et il a subi beaucoup d'humiliation là-bas. Il m'en parlait souvent. Il m'en parlait souvent. Et il m'en parlait souvent. Mais là n'est pas le problème. Chaque mois de carême, ma femme cuisine et puis on paye plein de choses pour une semaine et on allait lui donner. Parce qu'entre-temps, il avait déménagé, il n'était plus avec ses... Quand tu viens nouvellement, bon, tu as tes frères, machin. Après, voilà. Donc, il a pris un appartement avec des amis à lui. Et pendant le mois de carême, les 4 semaines, je faisais tout 4 fois. Ma femme prépare, on prend tout, on vient. La première fois, je monte avec elle, mais les autres fois, c'est elle seule qui envoie. Elle envoie tout, elle lui donne. Donc, ça a été ici, toujours, jusqu'à ce que les années passent. Et le gars, bon, il est plus vieux que moi. Il a dans les 80 ans. Mais il travaillait toujours. Bon, je ne peux pas dire de partir en Afrique. Non, je ne peux pas lui dire. Je lui donnais des conseils. Bon, mais ça s'arrêtait là. Et puis, un jour, après le mois de carême, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait 8 mois, je ne l'appelais pas. Je n'avais pas dit ses nouvelles. Et puis un jour, c'est venu, je crois que ma femme m'a demandé, puis je l'ai appelé. Il n'a pas décroché. J'ai dit, ah, le grand frère doit être fâché. 2 fois, 3 fois, et 4e fois, j'ai mis un message, je dis, ah, grand frère, ça doit être quand même à 2 sens. Si ton petit frère, tu ne le vois pas, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, donc il ne faut pas refuser de prendre mon téléphone. Et il m'a répondu. Il m'a dit, ah, petit frère, je n'avais pas vu tes appels. Bon, voilà, tout va bien, mais j'ai fait un accident. Et comme je ne t'ai pas vu, j'ai cru que tu étais au courant. J'ai dit, tu as fait un accident? Il dit, oui. Un accident de travail? Il dit, en tout cas, j'ai fait un accident dans la neige. Bon, je suis allé le voir automatiquement avec ma femme. Et puis on a vu, il avait des béquilles, il ne pouvait plus marcher. Et là, c'était difficile à soutenir. Et ça faisait déjà 3 mois qu'il ne travaillait plus. Ça faisait 3 mois que c'était difficile. Et puisqu'il vit avec des gens, il doit payer chaque mois, il doit mettre l'argent ensemble pour payer. Lui n'a pas sa part non plus, puisqu'il ne travaille plus. Moi, je ne le savais pas. Et je lui ai demandé combien ça faisait, il a dit. Et je lui ai remis l'argent. Et il allait, bon, il a payé, il est resté dedans. Et c'est ainsi qu'on est resté. Et puis, sa situation s'est empirée. Et je lui ai demandé, est-ce que
il a cotisé, c'est-à-dire la social sécurité. Parce que quand tu cotises comme ça, on peut te prendre en charge des Américains. Mais lui, ce n'était pas possible parce qu'il n'avait même pas de papier. Même le working permit, le petit papier même qui permet de travailler, il ne l'avait pas. Donc c'est pas possible. Il m'a dit non. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis, il n'arrivait plus à marcher. Il ne travaille plus. Près de 80 ans, en ce moment-là, il avait dans les 75 ans. Donc, ce n'était pas facile. Et je me suis dit, ben, tiens, il faut que j'aide le grand frère. Je payais sa maison, je faisais tout. Je lui donnais à manger. Et puis, un jour, je suis allé le voir. Je dis, ben, écoute, grand frère, je crois que je vais t'aider. Je vais fabriquer une histoire. Je vais mentir. Mais c'est pour la bonne cause. Il dit, mais tu as menti. Je dis, non. Je vais mentir sur ton patron, sur ta société, pour que tu aies quelque chose pour rentrer au pays. Il dit, non, ça c'est... Je dis, non, c'est possible. J'ai une idée. Et l'idée était laquelle? C'était simple. Moi, je sais le problème entre les Juifs et les Arabes. Ça, je connais ça. Je savais. Et puisque c'est une boutique arabe, et les avocats ici, en grande majorité, les vrais avocats, les grands avocats et les juges sont d'origine juive. Ils sont presque tous juifs, surtout les vrais avocats. Et dit donc, je vais fabriquer une histoire, simplement pour te permettre d'avoir un peu d'argent. Si ça marche, et tu rentres au pays. Donc, tu vas rentrer au pays par la grande porte, tu pourras l'acheter un terrain et avoir un truc. Il a pleuré. Il dit, tu feras ça pour moi? J'ai dit, oui, je vais prendre ce risque. Il dit, mais il faut que je te dise, je vais mentir. Et si ça marche, c'est pour la bonne cause, c'est pour que tu aies quelque chose et rentrer au pays. Mais toujours mes larmes parce que je suis très émotionnel. Hein. Je suis émotif en fait. Voilà. Donc, effectivement, je suis allé voir un avocat juif. Et j'ai fabriqué l'histoire. Je ne vais pas raconter cette histoire ici. Et quand j'ai fabriqué l'histoire, et puis le juif, il me dit, mais est-ce que ça c'est possible? C'est inhumain ce qu'il a fait. Je dis effectivement. Je dis, c'est parce que nous on est noirs, bon, on est ceci. Je me suis fait apitoyer, le grand frère était là, il comprend. Lui, il ne comprend pas l'anglais aussi, il ne peut pas parler anglais. Et c'est ce qui m'arrangeait aussi parce que moi je devais être là pour... Parce que s'il fallait lui dire de redire ce que j'ai dit, il va mélanger. Et ça va gâter, ça va capoter, ça va faire capoter tout. Donc, pour faire court, je suis allé, et puis ils ont convoqué son ancien patron. Et quand on l'a convoqué, lui, il est tombé des nues. Et il a dit que non. Bon, le gars, il était grand, il a des avocats qui sont venus, bon, ils ont réglé, ça n'a pas marché. Et effectivement, ce que j'avais mis, c'était de lourd. Pour faire court toujours, le truc a pris 3 ans. Et finalement, on a eu gain de cause. C'est là où je vais en venir. Le dernier jour qu'on a été voir le juge, maintenant pour que le juge décide, on était ensemble, lui et moi. On a toujours suivi. J'ai même pris ma femme qui allait témoigner, qui a fait des faux... Oui, on a fait des faux témoignages. Je le dis, je me confesse. Et puis, le juge a tranché. Malgré toutes les preuves que les Arabes ont amenées, les Juifs là, donc, ils devaient être payés, dédommagés. Le premier chèque, ce jour-là, a été écrit. C'était 3000 et quelques. Imaginez, c'est de là que je vais en venir dans le cas de, comment on appelle, Théison. La pauvreté extrême. Le grand frère est quitté dans la pauvreté, Abidjan il est venu. Mais ici, il n'a pas quitté cette pauvreté. Parce qu'il vivait de jour en jour, de paycheck en paycheck. C'est-à-dire, bon, ce qu'il recevait par semaine ou bien chaque 2 semaines, c'était pas beaucoup. Il fallait payer la maison, il fallait, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais ce n'était pas suffisant. Donc, il était toujours dans l'extrême pauvreté. Moi, je n'y étais plus, alhamdoulilah. Mais lui, il y était. Donc,
Quand le juge a dit les 3000 et puis son avocat est venu me voir, il a écrit tous les trucs, il m'a donné. Donc ce qu'on devait faire maintenant, on m'a dit, bon voilà ce que vous devez faire pour qu'il ait maintenant à partir de 2-3 semaines, ça sera régulier, maintenant il va recevoir des chèques. Mais aujourd'hui, voilà ce qu'il va recevoir. Et l'avocat a fait tout sur un papier et il m'a donné. C'était un avocat public que l'État avait donné. Donc on est sorti, arrivé dans ma voiture, on est rentré et le grand frère me dit, Sam, donne-moi le papier. J'ai dit, non, grand frère, allons à la maison. Allons fêter ça à la maison chez moi. Il dit, non, donne-moi le papier, donne-moi. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a étonné le ton. Il est devenu agressif, rapidement. Il dit, je dis de me donner. Il dit, dans ce cas, grand frère, je ne te donne pas. Et puis, il s'est calmé. On est arrivé chez moi à la maison. On arrive à la maison. Ma femme était déjà venue du travail. Et je dis, ah, ma femme, alhamdoulilah. Je dis, aujourd'hui, on a eu gain de cause. Je dis même, il va recevoir un chèque de 3000 tout de suite là. Et il dit, bon, puisque tout vient dans mon adresse, il n'y a pas de problème, donc tu vas aller. Et le grand frère qui est là, qui me dit, mais je te dis de me donner le papier. Je dis, mais grand frère, il y a quelque chose. Ça fait 3 ans, quelques mois, il y a quelque chose. Il dit, je veux le papier. Je dis, ok, j'ai pris, je lui ai donné. Et quand je lui ai remis le papier, il est sorti. Et il allait directement à la 116. Maintenant, pour ceux qui ont leurs frères les machins à New York City, à Harlem, demandez la 116. La 116, c'est le coin des Africains, comme Château Rouge à Paris. Donc c'est là-bas les trucs des Africains, tout. Donc il est sorti et puis il allait là-bas directement. Et le lendemain, quelqu'un m'appelle. Quelqu'un, il y a très longtemps, je ne sais pas comment il a eu mon numéro. Il dit, Sam, vraiment, j'ai entendu quelque chose, c'est pas possible. Je crois que c'est pas toi. Ça ne te ressemble pas. Je dis, mais tu as entendu quoi? Il dit, mais j'ai entendu qu'il y a un monsieur là qui a fait un accident. Et puisqu'il n'avait pas de domicile et il t'a demandé d'accepter que ces lettres arrivent dans ton domicile parce qu'il est en justice. Et que maintenant, il a reçu un chèque de 3000 et que tu as voulu lui arracher ça. Je dis, moi, il dit oui. Je suis tombé des nues. Il dit, qu'est-ce que tu... Et puis bon, ma femme était là, elle dit, ah Sam, je t'ai dit de faire attention. Vos frères là, voilà, les Djoula là, c'est ça. C'est ça vos frères, c'est ça le Djoula. Là, je suis resté là, je dis, ah bon? Il dit oui. Il dit, bon, il faut aller à la 116, sinon ton nom est gâté. Je dis, mon nom est gâté, il dit oui. Mon nom est gâté, il dit oui. Ok, il n'y a pas de problème. Il laisse pour moi Dieu. Et puis, je vais, chez ses amis avec lesquels il dort et que moi, je l'aide toujours à payer la maison. Et je demande, il dit non, que ça fait presque 3 à 4 jours qu'il ne dort pas là. Que même ils sont inquiets, mais ils m'ont vu maintenant. Je dis non, on est ensemble aujourd'hui. C'était la nuit. Il me dit, ben, et puis je leur explique le soir. Il dit, ah, monsieur Sam, il faut qu'on te dise la vérité. Il a toujours menti ici que quand ta femme vient là, pendant tous les mois de carême, quand ta femme vient donner à manger, lui donner tout, il dit qu'il vous paye. Il dit qu'il paye ta femme, que ta femme, c'est sa boniche. Que voilà les termes qu'il a employés. Que ta femme est sa boniche, toi-même, ça peut ça. Quand il donne l'argent, c'est avec ça que tu prends l'essence, tu mets l'essence dans ta voiture. Mais nous, on te voit, toi, un gars comme on croit. Je dis, ah bon? Il dit oui. Il dit donc lui paye les manger que nous on apporte, il nous paye pour préparer pour lui. Il dit oui, tous les mois de carême. Donc, j'allais de découverte en découverte, de découverte en découverte. Et le grand frère a coupé de venir chez moi et il ne m'a plus appelé. Et puis, il a changé, il est allé voir les avocats. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur a raconté. Ils ont changé l'adresse. Donc, je ne recevais plus rien. Et puis un jour, il m'appelle.
Il dit, ah, petit frère, ah, vraiment, je veux que venir te voir, personne ne peut nous mettre en palabre, les gens sont en train de me... J'ai raccroché. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus revu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La suite. Puisque c'est moi qui ai mis l'histoire. Bon, les Américains, ils poursuivent. Son patron aussi est allé et a suivi tout. Et allé avec les preuves réelles, les preuves. Ça dit qu'on ne peut pas attaquer pour dire qu'il n'a pas fait l'accident ou on a dit qu'il a fait l'accident. Et en ce moment, je ne le connaissais plus, il ne venait plus chez moi. Donc, ils ont tout coupé. Et son petit frère que j'ai appelé la semaine dernière était à Paris et a entendu les échos. Lui, il est venu à New York ici. Et quand il l'a vu, il dit, ben, écoute, il faut qu'on aille voir Sam. Il dit non, que lui, depuis qu'il est arrivé aux États-Unis, que lui ne m'a jamais vu. Son petit frère lui dit, mais grand frère, c'est pas chez Sam que tu allais toujours manger et puis moi je t'appelais. Il dit non, mais ça il y a longtemps. Donc voilà mon histoire, le reste, c'est pour vous dire que quand je vois le problème de Tyson et puis Apucho, c'est à peu près, voilà, donc j'ai compris. La pauvreté amène les gens à vilipender, à salir leurs bienfaiteurs. Mais est-ce que cela c'est une raison pour Apucho National de se décourager? Je dis non, il ne doit pas se décourager. Parce qu'il a choisi un terrain glissant, difficile. Aider les gens. Il y aura des ingrats, mais il y aura aussi des gens qui vont te reconnaître, qui ont la gratitude aussi, qui vont reconnaître. Mais le bon Dieu est là aussi. Et le grand frère, ils ont tout coupé. Je l'avais mis dans une mosquée. Bissabila, ça veut dire pour que les gens acceptent de le mettre. Il avait eu ça, c'est moi qui ai cherché tout ça pour lui. Mais finalement, il a été chassé de partout. Et c'est son petit frère à Paris qui est venu lui prendre un billet d'avion pour rentrer. Sa femme, ses enfants, ils n'y sont rien pour. Mais quand sa femme m'appelle, que ce soit les mois de carême ou bien des jours normaux, c'est ce que je peux faire, je fais. Parce que je me dis que elle n'a rien à voir avec. Je ne dois pas leur faire payer les pots cassés. Donc c'est ainsi que j'ai été avec lui. Heureusement, aujourd'hui, il a 3 enfants qui sont rentrés en France, mais la France n'est pas les États-Unis. Ils ne s'en sortent pas beaucoup, mais alhamdoulilah, ils sont là-bas. Donc, mais sa femme, jusqu'à aujourd'hui, bon, elle m'appelle. Ce que je peux faire, je fais. Donc, Apucho, mon petit, j'espère que quelqu'un va te porter ça. Donc, faut pas... Non. Faut pas te radicaliser, faut pas dire que tu vas plus faire. Et j'en profite pour dire, Madame Bleu, Madame Brigitte, ma soeur Brigitte, je peux être ton grand frère, tu peux être ma grande soeur. Ma soeur Brigitte, ne dis pas à ton fils d'arrêter. C'est ainsi que Dieu l'a créé. Tu n'y pourras rien. Il va faire semblant de te respecter, mais il ne pourra pas voir les gens dans la misère. Moi, je ne peux pas voir les gens dans la misère. Mais après l'histoire que je viens de raconter, j'ai beaucoup aidé. J'ai aidé beaucoup de gens. Et je continue. Même en Afrique, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est ainsi que Dieu m'a créé. On ne peut pas échapper. Quand Dieu te crée d'une manière, c'est comme ça que tu es. Et tu l'acceptes. Et Apucho est comme ça. Je pense qu'il va se fâcher, il va s'énerver, mais toujours est-il que le réconfort moral que moi je trouve à aider des gens, jusqu'à aujourd'hui je le fais. Bon, je fais attention, c'est vrai. Je fais très attention. Mais tu ne peux pas savoir qui va être comme Tyson. Comme moi, je ne peux pas savoir qui va être comme ce monsieur, ce grand frère-là, qui me connaît depuis que j'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 69. Bon, il est mort bon, il est décédé finalement. Mais dans des conditions très, très, très difficiles.
très difficile, d'une manière très misérable, très chaotique. C'est pas ce que j'ai souhaité. C'est pas ce que moi j'ai voulu. J'ai jamais voulu ça. Et c'est pourquoi je continue quand sa femme m'appelle, je fais ce que je peux. Donc je pense que Brigitte, il faut te faire violence, il faut laisser ton fils continuer. Il a des déboires judiciaires, il a des machins, mais je pense que son problème, contrairement à moi, bon, je n'ai pas eu beaucoup d'amis dans mon enfance, ça m'a évité beaucoup de choses. Sinon, j'aurais pu être drogué, j'aurais pu être dans la boisson, mais Dieu m'a protégé. Et je sais que Dieu va protéger Apuchou. Ces mauvaises fréquentations, Dieu va le protéger. Il aura de bonnes personnes autour de lui. Il est en train de rentrer dans le milieu. Il est dans le milieu. Et dans le milieu des affaires, les milieux machin à Abidjan, c'est malsain. Et les gens ne sont pas cultivés. Et quand tu es entouré de trop de pauvres, souvent tu te conduis comme eux. Je m'excuse quand j'emploie le mot pauvre, parce que la pauvreté extrême, c'est un danger. C'est un danger. J'ai beaucoup d'histoires comme ça. Mais tout est provoqué par la pauvreté extrême. La pauvreté extrême amène les gens à ne haïr que leur bienfaiteur, à ne faire du mal qu'à leur bienfaiteur, à aller chez les marabouts, les féticheurs, pour détruire leurs bienfaiteurs. Donc, c'est la loi de la jungle, c'est la loi humaine, ainsi que Dieu nous a créés, c'est comme ça nous sommes. Donc, Apuchou, bon vent à toi. Continue de vénérer ta maman. À ça, je te le dis. Et Dieu va te récompenser. Parce que moi, aujourd'hui, mes enfants me vénèrent. J'ai ma première fille, et je suis fier de le dire ici, qui est directeur-producteur. Ce n'est pas donné à n'importe qui aux États-Unis, surtout dans le milieu noir. Mais elle me respecte. Elle me respecte. Mon fils est né ici aussi, mon fils est là. Il me respecte beaucoup. Il est même couché actuellement sur le lit, derrière moi. Donc, ce que tu fais à ta maman et à ton beau-père, tes enfants sauront faire la même chose pour toi. C'est toujours comme ça. Et c'est le réconfort moral qu'on a. Quand je vois ma grande sœur Aïcha aujourd'hui avec ses enfants, je suis heureux pour elle. Mais la grande sœur a beaucoup fait pour ses parents. Elle a aimé sa maman, elle a aimé ses frères, son père, tout le monde. Et il faut voir aujourd'hui son fils, que je jalouse un peu parce qu'il est toujours aux côtés de sa maman. J'aurais aimé être à sa place en fait. C'est le sens de ma jalousie. Je crois que c'est Baba. Donc tu vois, Bleu, il n'y a pas de problème ma chère. Donc que Dieu nous aide, que Dieu nous donne longue vie, bonne santé, que Dieu récompense tous les Ivoiriens, tous les Africains, tous les jeunes Africains qui sont dans ce truc-là. Il y a un jeune, en passant, je dis bonjour, il est au Mali. On l'appelle Makassam. Je le vois, bon, il est même chose que Apuchou. C'est un jeune, sincèrement. Quand j'ai vu où il dort et l'argent qui transite dans sa main pour les autres, c'est pas possible. Makassam, il est au Mali. Et je lui dis bonjour aussi. Donc, mon jeune fils Apuchou, fais ce que tu dois faire. Demande la permission à ta maman de continuer. Ce qui est sûr, je veux qu'elle l'accepte parce que c'est un virus. Quand Dieu te donne ce virus-là, tu ne pourras pas respecter carrément ce que tes parents disent d'arrêter. C'est pas possible. Moi, je voudrais plus arrêter, mais je n'ai jamais arrêté. Je ne cherche même pas à arrêter. Je dis Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Donc, que Dieu nous aide.
Que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de réconciliation, ont besoin de décryptation aujourd'hui. Que Dieu fasse que Tene Brahima, ma sœur, ma belle-sœur Dominique reviennent à de bons sentiments et qu'ils essaient de revoir leur position en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Qu'ils essaient d'écouter Johnny Pacheco, qu'ils essaient d'écouter Eli Pada. Les injures vont pleuvoir, mais c'est ok. Mais je veux que la Côte d'Ivoire retrouve la paix que nous avions au temps d'Houphouët, la quiétude que nous avions au temps d'Houphouët. Inch'Allah. Allah. Ni Allah. Ni Mauro Sale, ni ya John Drumotale, ni Makranga, ni Tefoilo, Miskrajirati, ni Talon. Mais ni Allah, ni Milon. Allah, ye. Ye non ni Allah. Ne mana kisi bangu ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana demba yanyma ana jurla yanyma ana saba yanyma ana la jayamo be ni Allah tanobiye Allah na ivoirien bo jangatam anga bi na mbaro ni Allah tanobiye Allah tanobiye salam alaikum shalom alléluia.